Nathalie Croiset. On parle souvent, régulièrement du chômage des jeunes. Heureusement, il y a des chiffres un peu plus encourageants. La moitié des jeunes Français âgés de plus de 18 ans ont l'intention de créer une entreprise un jour. Il y en a même 13% très attirés par ce défi. Prévoient de passer à l'action dans les prochaines années. C'est ce qui ressort d'une étude de la PCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Des jeunes qui veulent créer l'entreprise, mais évidemment d'autres qui veulent y entrer. Jeunes et entreprises, enfin, main dans la main. C'est le thème ce soir de Paris d'avenir avec Absa Toussi, fondatrice d'Ethnicia, un espace de beauté. Alexis Normand, analyste au sein de la Fondation Concorde. Vous êtes auteur de la publication La jeunesse française a-t-elle encore un avenir? Stéphane Morvillez, directeur général d'Ediane, société de conseil en management et système d'information. Et Hubert Mézin, cofondateur de Mofil, une start-up spécialisée dans le recrutement des étudiants et des jeunes diplômés. Alors, on va essayer d'être un petit peu optimiste au milieu de tout ça, parce qu'on a vu, on le répète, on ne cesse de le répéter. Évidemment, c'est très difficile que les jeunes puissent accéder à l'entreprise. Vous, concrètement, Stéphane Morvillez, comment vous agissez aussi avec des méthodes de recrutement personnalisées? C'est ça, je crois que vous parlez de marketing social aussi dans vos démarches. Ce que l'on fait, un point vraiment important pour nous aujourd'hui, c'est au-delà des projets que nous menons sur lesquels nous sommes en totale autonomie, puis pourrais-je dire, on agrège des compétences, on constitue des équipes, on intègre des jeunes, c'est important, on est dans un monde du numérique, on sait que les jeunes arrivent aussi avec technophiles, voilà, donc on n'a pas de souci. Et ces jeunes ont quelque chose à apporter aussi à l'entreprise. Tout à fait. Il ne faut pas oublier, justement, on parle de l'expérience, mais aussi avec leur diplôme, ce qu'ils ont acquis. Exactement, aussi, ça vient booster les équipes, c'est une grande diversité dans les équipes. Et encore une fois, ils arrivent avec les technologies et les usages. C'est ces jeunes aujourd'hui qui ont ces compétences-là. Donc pour nous, c'est vital. Mais nous souhaitons aller au-delà. C'est au-delà. Et on souhaite effectivement aussi convaincre nos clients d'intégrer dans leurs équipes de jeunes diplômés. Et pour cela, on travaille sur la capacité à accélérer la montée en compétences des jeunes diplômés qui vont rejoindre les équipes des clients. Et donc, nous avons mis en place une offre de service que nous nommons Programme Jeunes Diplômés et qui vise justement à associer le client tout au long. C'est-à-dire, dans le recrutement, on est sélectif, on recrute, on cherche des fortes personnalités, des gens qui seront des leaders demain, mais on associe le client pour que le client nous aide à recruter ces jeunes diplômés. On va mettre en place des programmes de montée en compétences, d'insertion chez Ediane, de montée en compétences chez le client et formater, mettre en place des formations tout à fait adaptées aux jeunes diplômés, à ses compétences, adaptées aux clients. On va ensuite mettre en place un système de tutorat. On parlait d'alternance tout à l'heure, on parlait d'apprentissage. On est en plein dedans. Quand j'intègre un jeune dans une de mes équipes, il est dans un environnement, il y a un tutorat embarqué, si vous voulez. Il y a des personnes plus expérimentées pour l'accompagner. Chez le client, on souhaite faire la même chose. Et on a des tuteurs qui vont accompagner sur le terrain ces jeunes pour les faire monter en compétences. Et le client va aussi donner son feedback du client, feedback d'Ediane, pour qu'à un moment donné, le jeune monte rapidement en compétences. C'est intéressant pour le jeune, intéressant pour le client, intéressant évidemment aussi pour Ediane. Voilà, tout le monde y gagne et c'est notre ambition aujourd'hui de développer fortement cette offre, vous l'avez compris. C'est du gagnant-gagnant pour ce que disait une célèbre candidate. Bon, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup justement de l'intergénérationnel, des relations entre les plus anciens, les plus jeunes, jusqu'au contrat de génération qui est mis en avant par François Hollande, le nouveau président qui incite, on va dire, à l'embauche en contrat à durée indéterminée de jeunes en les associant aux salariés les plus âgés. Ça, c'est une idée intéressante. En dehors, je ne parle pas du contrat de génération, je ne suis pas là pour signaler. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Normand, même si j'ai bien compris qu'il fallait refondre beaucoup de choses? Il faut évidemment éviter de dresser les générations les unes contre les autres. Et d'ailleurs, on constate que c'est les pays où le taux d'activité des seniors est le plus élevé qui aussi ont le plus de facilité à intégrer les jeunes sur le marché de l'emploi. Donc il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux, bien au contraire. Ce qui fait que les deux sont possibles, c'est essentiellement la possibilité, la facilité de recruter. Donc abaisser le coût de l'embauche, effectivement avoir des formations adaptées, réduire l'écart entre les formations et les besoins, et puis donc flexibiliser. Alors voilà, donc nous à la Fondation, on parle du contrat unique, mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment l'entrepreneuriat aussi en France pour aider les jeunes à commencer dans le travail. Et là-dessus, la situation de la France nous paraît également plutôt mauvaise en termes d'aide, notamment parce que il est très difficile, au niveau macro, je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais de trouver des financements.
On dit qu'il y a 4000 business angels en France, 40 000 en Angleterre, 400 000 aux États-Unis. Donc, ça manque encore. Mais je crois que ça aussi, vous avez eu un petit peu de mal aussi au niveau du financement au démarrage quand même. J'ai eu énormément de mal. Effectivement, déjà la première chose, c'est quand on parle de société à responsabilité limitée au montant du capital, c'est une utopie, c'est pas vrai. En dehors de ça, moi j'ai eu énormément de mal à lever des fonds, mais je pars du principe que la prise de risque, elle appartient à l'entrepreneur, pas aux banquiers. Donc c'est à l'entrepreneur aussi de construire des business plans extrêmement solides, d'avoir une bonne vision de son marché et de vendre son projet aux banquiers. Le risque, c'est intrinsèque à une entreprise. On sait bien, on se lance, comme dans l'aventure, comme dans la vie. Mais la relation avec le banquier reste une relation humaine, où on arrive à le séduire et il croit dans le projet, il nous accompagne, ou on n'y arrive pas. En même temps, s'il ferme les verrous, et en particulier dans le climat actuel, c'est un petit peu compliqué, même si on arrive à le convaincre. C'est sûr, mais la banque reste finalement une entreprise. Donc moi, effectivement, j'ai pas réussi à lever de fonds par ce moyen-là au départ. J'ai été impatiente, donc j'avais du mal à patienter avec tous ces dossiers qu'on peut monter pour obtenir des aides d'État. C'est vrai que cocher des cases, à chaque fois, on en a une qui colle pas, donc c'est assez difficile. On parle des business angels aux États-Unis, mais l'entrepreneuriat est aussi beaucoup plus populaire aux États-Unis. En France, l'entrepreneuriat n'est pas encore très populaire. Mais c'est ce que je dis, même si pourtant, des jeunes ont envie dans les études, on sent qu'il y a une envie. Bon, parfois aussi, malheureusement, par défaut. C'est ce qu'on disait, quand on ne trouve pas d'emploi, on se dit, je vais créer aussi mon entreprise. Mais il faut presque que ça devienne un sport national, on va dire, la création d'entreprise. Par défaut, mais aussi par volonté. Il y a des gens qui ont envie. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de l'exemplarité. C'est d'arrêter un petit peu la théorie, d'avoir plus de témoignages d'entrepreneurs qui racontent la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien. On nous parle de pas mal de mesures à mettre en place. Ce qui serait bien, c'est de venir voir déjà comment ça se passe dans les entreprises, les petites entreprises de notre taille, pour comprendre exactement quelles sont nos problématiques et l'adapter. C'est vrai que quand on nous parle d'initiatives très intéressantes comme créer des banques de l'industrie, nous, on n'est jamais concernés. Donc, ce qu'il faudrait, c'est penser à cette petite économie qui va créer de l'exemplarité, un certain dynamisme, voilà, et qui va faire en sorte que les jeunes se disent c'est possible. Donc je peux y aller, moi aussi je vais y arriver, et il y a des choses qui sont mises en place pour m'accompagner et m'aider. Hubert Mézin. Oui, c'est vrai, moi, je voulais un peu rebondir sur ce que vous disiez. C'est vrai que je pense que d'abord l'entrepreneuriat, ça part d'une expérience. Je suis jeune, donc l'expérience, les gens me regardent un petit peu avec de gros yeux. Finalement, vous aussi, vous êtes entrepreneur, même si vous êtes dans le secteur du recrutement, vous êtes des deux côtés. Exactement, et je crois que c'est une réelle expérience. Moi, j'ai monté une société sur Internet et dans le recrutement. C'était pas parce que j'étais passionné par le recrutement, c'est parce que je me suis retrouvé confronté. Je me suis retrouvé témoin de ces situations-là. Donc vous avez été de l'autre côté. Et donc, j'ai bien vu que j'avais pas de possibilité de sortie, sauf de trouver pour moi la solution adéquate pour rentrer dans l'entreprise. C'est déjà un premier point. Second point, après, c'est vrai que sur tout l'aspect investissement, je suis également en plein dedans puisqu'on est à la recherche de levée de fonds, pour faire une levée de fonds. Donc on passe le message, on ne sait jamais. Oui. C'est vrai que c'est très difficile, même si on a un business plan béton, etc. etc. Je crois maintenant que l'entrepreneuriat, et là-dessus je vous rejoins totalement, c'est vraiment une question de principe. Et c'est vraiment quelque chose que l'on ressent. C'est-à-dire, moi, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé, tout le monde m'a plutôt tourné le dos, ou s'est fichu de moi en disant, t'es mignon, t'es gentil, t'as une bonne gueule, mais t'avanceras pas. Et ton idée, il y en a des centaines, des idées comme les tiennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux les regarder en me disant, finalement, je me suis pas trop mal débrouillé. Et je crois que c'est vraiment, il faut y croire, il faut jamais baisser les bras malgré les difficultés dans l'entrepreneuriat. Et c'est justement, je crois, ce lien-là qu'on peut faire avec le recrutement, c'est que même si on a des difficultés scolaires, même si on a des difficultés dans le monde de l'entreprise, je crois qu'il faut tenir bon, être sûr de soi et continuer à avancer dans cette voie-là, puisque finalement, c'est la voie royale, je crois, l'entrepreneuriat pour moi aujourd'hui. Et si je peux me permettre, ce serait bien que le mot échec prenne aussi un côté positif. Oui, c'est-à-dire par exemple aux États-Unis, des entrepreneurs peuvent avoir un échec et rebondir. Exactement. On le voit moins facilement en France. Et quand on vit un échec en France, on est montré du doigt, et c'est ce qui fait peur d'ailleurs à beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vivre un échec. Mais l'échec, il est constructif, il nous apprend des choses, il nous permet de rebondir. Et ça, c'est une notion
qui, je pense, il faut changer. Et un recruteur aux États-Unis recrutera un candidat qui a vécu un échec avant de recruter quelqu'un qui n'a rien vécu, finalement. Alexis Normand. Je voudrais rebondir là-dessus, sur le droit à l'échec, justement. Il y a des raisons institutionnelles au fait qu'on aime que les entrepreneurs sont sanctionnés en France. C'est que, notamment, l'absence de droit à l'oubli. Je crois qu'il faut attendre 4 ans pour sortir des fichiers de la Banque de France si on échoue. Donc, vous avez d'autant plus raison de vouloir réussir que si vous échouez, on s'en souviendra et on ne vous prêtera plus d'argent pendant au moins 4 ans. Et ça, c'est dramatique, parce que c'est ce qui fait peur pour entreprendre. Voilà. Churchill disait, je crois, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec toujours autant d'enthousiasme. Voilà. Donc, je crois que ça résume bien la situation. Et même si, on n'est plus dans l'entrepreneuriat, mais dans le monde de l'entreprise, mais nous cherchons dans le monde de l'entreprise des entrepreneurs en herbe, puisqu'il y a des projets à mener, il y a des responsabilités à prendre, il y a des filiales à monter. Donc c'est extrêmement important. Et le droit à l'échec est fondamental. Et au sein de notre entreprise, on est vigilant sur ce point, parce que même, effectivement, chacun peut à un moment... On se construit à travers les échecs. Donc Churchill avait tout à fait vu juste. Donc on se construit à travers les échecs. Alors comment on peut faire aussi pour passer à la vitesse supérieure? On en parlera après une dernière pause dans Paris d'avenir sur BFM Business. Ce soir à 22h sur BFM Business, New York-Paris, le grand show de l'écho, du dollar à l'euro. Professionnels du commerce, le siècle 12, le salon de l'immobilier commercial, vous attend les 13 et 14 juin au CNIT La Défense. Un événement incontournable pour découvrir les nouveaux projets de centres commerciaux et développer votre business. Et vous, où serez-vous les 13 et 14 juin prochains? Salut, je suis le nouveau Nikon One. Si j'étais ton jouet préféré, je te consolerais avant même tes premiers pleurs. Mais je suis un appareil photo et je prends des photos avant que vous n'ayez fini d'appuyer sur le déclencheur. Je suis en avance sur mon temps, je suis le nouveau Nikon One. Et pour tout achat d'un Nikon One avant le 31 juillet 2012, 50 € remboursés. BFM Business à la radio partout en France. À Paris, 96.4. La nouvelle Hyundai i20 sent quand vous voulez entrer. Elle voit ce qu'il y a derrière vous. Elle sent venir la pluie et réagit à l'obscurité. Elle respire et inspire la sérénité avec sa triple garantie 5 ans kilométrage illimité. Une voiture, 5 sens, la nouvelle Hyundai i20. Si vous pensez connaître Hyundai, pensez de nouveau. Hyundai. – 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. En début d'année, ce sont plus de 53% des 16-25 ans qui étaient inactifs. La grande majorité quand même, il faut le dire, à l'école ou encore en études supérieures. Mais certains avec l'envie évidemment d'aller en entreprise, d'être embauchés, de travailler. Jeunes et entreprises enfin, main dans la main. C'est le thème ce soir de Paris d'avenir avec Absat Oussi, fondatrice d'Echnicia, Alexis Normand, analyste au sein de la Fondation Concorde, Stéphane Morvillez, directeur général d'Ediane et Hubert Maison, cofondateur de Mofil. Donc vous, alors vos perspectives d'avenir pour Mofil. Donc 1er septembre 2012 normalement. Alors, 1er septembre 2012, c'est la fin du développement, donc le lancement définitif de Mofil. Donc avec la possibilité de passer gratuitement pour les candidats le test psychométrique, donc connaître leur personnalité gratuitement. Parce qu'il y a un algorithme de données pour tout ça, voilà. De pouvoir également passer des vidéos de motivation, de pouvoir en gros se décrire aux recruteurs simplement, et puis ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment espérer faire une levée de fonds. Aujourd'hui, donc on a près de 150 pré-contrats et de contrats d'intention. Donc on croise les doigts et on espère que ça va continuer ainsi. Et la clé du recrutement, comment vous la voyez, le recrutement à l'avenir? Eh bien, le recrutement à l'avenir, c'est peut-être là où on se différencie, nous, Mofil, des autres sites, c'est qu'on ne se contente pas d'être un site internet. On n'est pas un site internet, on est des jeunes qui ont vécu des expériences, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont vécu ces situations-là et qui proposons une solution. Cette solution-là, on la propose sur une plateforme web, mais c'est une solution concrète, qui vient s'appliquer concrètement dans l'entreprise. Et je pense que c'est un point qui est très important. C'est ce qui nous différencie de tous les sites internet que j'ai pu étudier, analyser, voir. Ces sites-là, aujourd'hui, ce sont des sites qui ne proposent pas réellement de solution.
qui mettent une belle vitrine, qui utilisent des mots très compliqués pour finalement peu de choses derrière. Et finalement, c'est un accompagnement, un peu comme finalement aussi ce que vous faites, hein, Stéphane Morvillès. Vous le voyez comment, vous, l'avenir aussi du recrutement et l'avenir pour les jeunes? À notre niveau, notre ambition est de participer à l'effort national et de recruter de plus en plus de jeunes diplômés. Je ne veux pas me répéter, mais c'est une part très importante du volume de recrutement pour nous. Et puis en plus de cela, c'est tellement gratifiant aussi d'être en situation, en capacité de tendre la main à de jeunes diplômés qui vraiment ont de plus en plus de difficultés. Les tensions actuelles sur le marché amènent les juniors 2 à 5 ans à relativement facilement trouver des emplois dans nos professions. En revanche, les jeunes diplômés, et même, je le disais tout à l'heure, les mieux diplômés, c'est très difficile. Et donc, voilà, notre ambition est de les accompagner, de les aider à trouver des emplois intéressants dans des filières qui sont des filières d'avenir. Et le pire, ça serait, j'allais dire, de se mettre à dos aussi toute cette jeunesse par rapport à ce qui va être le souffle de nos entreprises, Alexis Normand. Et je voudrais rebondir là-dessus parce que quand on a fait une école de commerce, c'est formidable. On a un service carrière, on a des gens qui vous expliquent comment faire un CV, comment passer un entretien, comment se comporter, ce qu'il faut dire, ne pas dire. En revanche, à l'université, c'était le cas de ma femme notamment, zéro aide, on n'a aucune idée de ce qu'est l'entreprise, ça n'existe pas. Et on découvre subitement, après avoir eu son diplôme, qu'on ne connaît pas les codes. Donc là-dessus, il y a énormément un fort travail à faire. Donc nous, on a écrit un rapport au-delà de la théorie. J'en profite juste pour dire qu'on a une association qui s'appelle Perspective Pro. Vous la trouverez sur LinkedIn ou Facebook, qui propose justement de la mise en réseau avec des cadres bénévoles qui veulent bien discuter de choses très simples, essentiellement comment définir un projet professionnel, comment écrire un CV, comment passer un entretien. Parce que dans mon école de commerce, par exemple, j'avais ça et ma femme l'avait pas. C'est absurde. Et vous avez dit, il faut l'organiser et c'est facile à faire. Bon, allez, le temps passe vite, malheureusement. Donc le mot de la fin pour vous, Absat aussi. Moi, je dirais qu'il faut valoriser l'actif que représentent les seniors. Ils ont beaucoup à transmettre aux jeunes générations et c'est ensemble qu'il faut les faire travailler. Et pour le mot de la fin, c'est montrer aux jeunes que c'est possible, leur ouvrir le monde de l'entreprise. Pas que par les grandes écoles, mais aussi par toutes ces voies professionnelles qui préparent des vrais actifs. Voilà. Il faut vraiment changer aussi les mentalités, mais ça, on l'a bien compris. Mais bon, grâce à vous, petit à petit aussi, à ceux qui sont là et qui se feront entendre aussi, ça fera bouger tout ça. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus ce soir dans Paris d'Avenir. On se retrouvera lundi soir en direct, toujours à 21h, pour parler d'innovation, de rupture. Et oui, c'est créer un précédent et dominer un nouveau marché. Évidemment, si je vous parle par exemple d'Apple, vous avez tout compris. Les entreprises françaises ont leur carte à jouer en la matière et doivent être moins frileuses. Nous parlerons donc lundi soir, et ça risque d'être passionnant, autour du paléo-anthropologue Pascal Pic. Très belle fin de soirée sur BFM Business.